Tunisie, Nadia El Mabrouk vécut la montée de l'islamisme. Quand elle quitta pour étudier en France, de nombreuses Tunisiennes se voilaient désormais en public, obéissant à une interprétation intégriste du Coran. Détentrice d'un doctorat en informatique théorique, Nadia se retrouve à Montréal, chercheuse en biologie computationnelle. De quoi vivre au-dessus de la mêlée, dans une bulle de haut savoir. Mais voilà, elle a des enfants. Ce qui lui fait constater la présence du voile islamique à l'école. Pour elle, ce foulard est d'une part un acte de prosélytisme politico-religieux pouvant influencer les enfants et, d'autre part, un symbole d'inégalité des sexes. Tel Malbrook s'en va en guerre, Nadia fonce et s'implique pour une laïcité complète. Elle devient une militante médiatisée qui a ses détracteurs. On va jusqu'à interdire sa conférence à un colloque de l'Alliance des professeurs de Montréal. Membre de PDF Québec, un regroupement féministe, et du Rassemblement pour la laïcité du Québec, Nadia El Mabrouk est aujourd'hui une écrivaine conférencière qui continue à militer, notamment contre les avancées religieuses hostiles à la loi 21 sur la laïcité. Nadia El Mabrouk, bonjour. Vous êtes chercheur en biologie computationnelle. Vous détenez un doctorat de Paris 7 en informatique théorique. Et je vais bien me garder de vous poser des questions scientifiques parce que personne ne va continuer à écouter l'émission tellement ils vont juger mes connaissances faibles par rapport à ce que vous devez répondre. On va s'en tenir à votre militance, si vous voulez bien. Oui. Vous avez des idées très précises sur le féminisme, sur l'inclusivité sociale. Et on va parler de ça. Mais d'abord, la question que tout le monde doit se poser, comment en êtes-vous arrivé à ces réflexions sociales, progressistes, avec un bagage qui, normalement, aurait pu vous amener ailleurs? Je me suis dit, il y a sûrement des raisons. La science n'amène pas nécessairement vers l'anti-progressisme. Attention. C'est pas parce que j'ai fait de la science que je devrais être anti-progressiste. Non, mais en effet, oui. En fait, c'est récent que je me suis impliquée pour la laïcité. C'est assez récent. J'ai vécu mon enfance en Tunisie. À quel endroit? À Bizerte. Donc, au nord. Bizerte, c'est la ville la plus au nord de l'Afrique. Et en particulier, c'est la ville la plus au nord de la Tunisie. Donc c'est proche de la Sicile tout en haut. Et tout ça? C'est, oui, c'est ça. Là, c'est à 60 km de Tunis, c'est au bord de la mer. Il y a des belles forêts à Bizerte. Et donc, avec ma mère, avec mes parents, on avait l'habitude de faire des promenades dans la forêt. Alors, c'est d'où mon goût, d'ailleurs, pour la nature. Il n'y a pas de pauvreté outre mesure, il n'y a pas de... Non, c'est que non, il n'y a pas de pauvreté. Mais c'est pas une ville touristique non plus. Non. Non. Ça a viré comment, ça, au printemps arabe? Est-ce que il s'est passé de quoi de particulier dans ce coin-là? Dans ce coin-là en particulier, non. Ben, ça, c'est une ville qui a résisté pas mal. Pendant la décolonisation, là, c'est une ville qui a été très impliquée dans la guerre contre les Français. Donc, c'est pas par Bizerte que ça a fini. J'ai des beaux souvenirs d'enfance, donc jusqu'à 10 ans. Parce que là, je pense qu'on voudrait parler de la montée de l'islamisme. C'est venu plus tard. Alors donc moi jusqu'à 10 ans, 12 ans, jusqu'au secondaire en fait, jusqu'à ce que j'arrive au secondaire, on avait une vie très relaxe. Vous savez, on allait se baigner dans la piscine, on faisait des randonnées. Et puis, mais plus ça allait et plus les conditions étaient difficiles. Et donc j'ai vécu la montée de l'islamisme, donc de l'islam politique. Dans les années 80, je suis arrivée au secondaire en 83, quelque chose comme ça. Là, mes cousins, mes cousines, là, ont commencé, en fait,
l'opposition à Bourguiba. Donc Bourguiba, oui, c'est le président qui a mené à l'indépendance de la Tunisie. Et Bourguiba était un progressiste. Hein, et puis donc Bourguiba tenait beaucoup à faire avancer les droits des femmes, l'égalité des femmes. Vous savez, on a des images comme ça de Bourguiba qui enlevait les voiles des femmes pour leur dire t'as pas besoin de ça. Alors bon, et donc Bourguiba a beaucoup travaillé aussi pour avoir une école publique, une école gratuite pour tous. Bon, il y a beaucoup de mesures sociales très importantes menées par Bourguiba et puis aussi donc il a fait avancer le droit des femmes. Et puis en fait, le voile était interdit dans la fonction publique au moment de Bourguiba. Bon. Alors, moi, je pense que ça a permis de voir autre chose, hein, de s'ouvrir à autre chose que la religion, toute cette période d'aspiration au progressisme. Bon, et puis après ça, mais évidemment, il y avait toujours la pression islamiste, et puis avec la montée de tout ce qui s'est passé avec la révolution iranienne, et puis la montée en puissance des frères musulmans en Égypte. Donc on entendait beaucoup parler des frères musulmans d'Égypte, parce qu'on est très connecté avec l'Égypte. C'est un pays qui produisait beaucoup d'émissions de télé. Alors on regardait les séries, l'Égypte, les chanteurs égyptiens, les séries, les films, enfin on connaissait tout ça. Et puis ils ont un très beau dialecte, les Égyptiens. Bon, c'était quand j'étais jeune, c'est ça que je regardais, hein, les films égyptiens, tout ça. Donc on était pas mal connectés avec l'Égypte, mais l'Égypte commençait à pas mal être impacté, oui, c'est ça, subir la pression des frères musulmans. Et puis cette pression-là, eh ben, elle arrivait en Tunisie, et puis donc voilà. Bourguiba n'était-il pas là pour oui, faire un blocage quelconque? Bourguiba était là, et puis il y avait des négociations quand même. Alors par exemple, on avait le Coran à la télé. Par exemple, il y a des mesures encore qui sont qui sont sexistes, comme les droits de succession. Vous savez, alors donc il a fait évoluer beaucoup les droits des femmes, par rapport aux lois islamiques, mais pas toutes. Alors par exemple, les droits de succession, vous savez que dans le Coran, il est dit que une fille reçoit, enfin un garçon reçoit le double de l'héritage de sa sœur, hein. Donc bon, alors donc ça c'est resté, il n'a pas touché à ça. Il y avait beaucoup de choses qu'il faisait pour ménager la chèvre et le chou, hein, pour ménager les sensibilités islamistes. Voilà. Donc la contestation politique était une contestation islamiste, donc qui s'est manifestée beaucoup à travers les jeunes dans les universités. Vous savez, quand on dit que les pressions religieuses sont c'est l'affaire d'illettrés ou des paysans, c'est pas le cas, hein. En Tunisie, la montée de l'islamisme s'est fait en particulier dans les universités. Et donc c'est les universitaires qui venaient avec les livres des frères musulmans, et puis donc qui expliquaient ce qu'était la vraie religion. Et puis donc les contestations politiques étaient présentes beaucoup dans les universités. La Tunisie, vous savez, c'est quand même un pays pas mal, un régime policier beaucoup, hein. Et donc Bourguiba avait fait mettre des postes de police à l'intérieur des universités pour maîtriser les manifestations. Bon, alors donc, dans cette période-là... On est dans quelle année, à peu près, à ce moment-là? Dans les années 80. J'étais très proche de ma famille, du côté de mon père. Donc, j'allais souvent... en tout cas, moi, j'aimais beaucoup les fêtes et les laïdes, et puis, vous savez, toutes les fêtes religieuses. J'aimais beaucoup ça. Moi, j'étais très proche de ma famille, et puis... je passais des week-ends avec elle, et puis... voilà, donc on faisait les spécialités tunisiennes, etc. ensemble. Étiez-vous une famille religieuse? Pas mes parents, c'est ça, pas mes parents. Mais les frères et les sœurs de mon père
surtout les sœurs de mon père, parce que mon père venait d'un village, bon, du nord de la Tunisie. Et puis, oui, alors ça, c'est un village qui a subi pas mal islamiste. Voilà. Bon. Et donc, c'est du côté de mes cousines que ça s'est renforcé un petit peu. Et donc, mes cousines se sont mises à porter le voile l'une après l'autre, et puis à transmettre transmettre la vision de la femme qui doit se voiler, et puis de pas répondre aux hommes qui nous parlent, et puis bon, et puis il fallait pas se poser de questions. Hein. Quand j'ai dit à ma cousine un jour, écoute, je me pose des questions, elle me dit, ah ben non, surtout pas. Il faut surtout pas se poser des questions, parce que tu fais ça, là, tu es une fille perdue. Bon, voilà. Et donc, fille perdue. Oh oui, c'est ça. Là. Et donc, mes cousins, mes cousines, dont j'étais très proche, commençaient à être de plus en plus intégristes, fondamentalistes. Bon, et donc, du coup, moi aussi. Hein, donc, et puis à l'école, les filles commençaient à se voiler. C'était le début. Hein, au début... Vous étiez au lycée à ce moment-là? Au lycée. Je me rappelle, en deuxième année, il y avait une fille voilée dans ma classe. Et alors là, elle nous faisait peur sur le fait que si on portait pas le voile, eh bien, on était pour être pendu par les lèvres en enfer. Moi, ça m'a impressionnée. Bon. Alors, voyez, alors c'est comme ça que ça passait. Le prosélytisme qui commençait à se faire à travers les jeunes filles qui étaient voilées. Donc les 2-3 jeunes filles voilées commençaient à passer ce message-là. Et puis moi, j'embarquais là-dedans, c'est sûr. Hein. Alors donc il y en a une autre, par exemple, qui habitait la vieille ville, et puis ses parents étaient charitables, donc leur œuvre de charité, c'était de faire des vêtements pour de coudre des vêtements pour les pauvres. Bon, mais évidemment, ils n'étaient pas pour aller contre la volonté de Dieu. Et donc elle me sollicitait pour de lui donner de l'argent. Voilà. Et puis je suis allée voir ma mère, donc ma mère elle me dit, mais est-ce que tu penses à ça quand même? C'est pour faire porter le voile aux gens. Là, bon, j'y ai pensé. Donc elle m'a donné l'argent. Mais elle m'a essayé de... Oui, ma mère était française. Oui, elle est française. Ma mère est française et mon père est complètement épouvantable. Étant donné qu'elle était française, elle n'avait pas le droit de s'exprimer. Elle s'exprimait pas, ma mère. C'est mon père qui... Je me rappelle que c'est ma mère qui m'a fait réfléchir à cette façon de faire la charité. Mais sinon, ma mère, elle m'a laissé... Non, c'est pas elle qui s'exprimait. Alors, à un moment donné, donc j'ai voulu porter le voile. J'ai commencé à aller à la plage avec des gilets, vous savez, avec des manches longues, et à 40 degrés en été, n'est-ce pas? Alors, on me demandait si j'avais chaud. Je disais non, j'ai pas chaud. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu porter le voile. Je voulais porter le voile. Et c'est mon père qui a pas voulu. C'est mon père qui m'a dit non, jamais de la vie. Et puis il allait parler à ma tante pour lui dire d'arrêter, de dire à ses enfants d'arrêter de m'influencer. Et donc c'est mon père qui a pas voulu. Et ma tante est venue me dire que je devais obéir à mon père. Et sincèrement, ça m'a un peu soulagée que mon père me dise non, vous savez, parce que c'est pas qu'on veut, hein. On consent à porter on consent peut-être, mais c'est une entrave incroyable. C'est une, vous savez, bon, c'est des chaînes, hein. Bon, c'est pas facile, hein, de vivre avec de se dire qu'on peut pas sortir sans porter un voile, hein, on peut pas aller sur son balcon sans, vous savez, écoutez, c'est quelque chose et vous êtes sur le bord de la Méditerranée. Et on est sur le bord de la Méditerranée, et juste avant, je me baignais dans la piscine en maillot de pièce et tout ça, et puis ça, voilà, fait que d'un coup, ça a été, oui, d'un coup, je me suis un petit peu tournée vers cette vision intégriste de l'islam. Et donc, oui, donc l'endoctrinement était très fort.
Bon, alors donc j'ai failli porter le voile en effet, mais j'ai été très, voilà, très dans cette vision de l'islam pendant longtemps. Après ça, donc j'ai passé mon bac en Tunisie. Mon bac, vous savez, c'est la fin du secondaire en Tunisie. Après ça, je suis allée en France. J'ai donc pour mes études universitaires. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à la France. J'étais très renfermée sur moi-même. J'étais en plein questionnement, justement, métaphysique là sur ma religion et puis sur mes convictions. Et puis pendant un petit moment aussi, j'ai continué à faire le Ramadan et ma prière en France et tout ça. Bon, mais là j'étais confrontée avec une autre façon de voir, parce que quand on est en Tunisie, on n'a pas d'autre écho. Hein, vous savez, c'est comme on a une seule vision de la chose. Bon. Alors aller en France, écoutez, ça m'a un petit peu perturbée, parce que j'ai vu que il y avait toutes sortes de façons de voir le monde, et puis de concevoir l'origine du monde et des religions, et puis que vous savez, hein, que les gens n'étaient pas plus affreux s'ils n'étaient pas musulmans. Bon, alors j'étais en recherche d'une vision là qui me convienne. Sur ma vie et puis sur mes croyances et tout ça. Y a-t-il comme un peu de nostalgie envers la Tunisie à ce moment-là? Ah oui, c'est sûr, c'était très difficile pour moi. Oui, c'était un déchirement pour moi d'aller en France. Oui, et puis j'étais assez jeune quand même, à 18 ans, de partir, enfin 18 ou 19. Oui, donc c'était très difficile pour moi, et puis ça m'a complètement changé de cadre. Vous savez, et puis en Tunisie, j'étais au lycée de jeunes filles, et donc on se connaissait toutes, et puis c'est un milieu, et puis dans ce contexte-là, j'étais la bonne élève, hein, parce que le lycée de jeunes filles en Tunisie, les filles, elles se mariaient assez tôt aussi, hein, et donc elles n'étaient pas toutes nécessairement très intéressées à leurs études. Bon, alors j'étais parmi les meilleures aussi. Alors arrivée en France, dans une université française, quand même aussi, je vois tout de suite qu'il y en a beaucoup des gens qui sont aussi bons que moi ou meilleurs. Bon, alors donc ça ouvre. C'est difficile, vous savez, c'est un monde différent. Ça ouvre des perspectives différentes au niveau des études. Hein, on se rend compte des limites quand même du défi qu'on a à accomplir. Il y a plus de gens très très compétents qui ont plus de culture générale aussi. Vous savez, en Tunisie, on met pas du tout l'accent sur la culture générale. C'est les maths, la physique, les maths surtout, c'est les matières scientifiques, et puis l'histoire, la géographie, les sciences humaines et tout ça. On est très limité et on met pas du tout l'accent là-dessus en Tunisie. Alors on arrive en France avec quand même des étudiants qui ont beaucoup de culture générale aussi, et puis qui ont plus de bagages. Donc c'est difficile aussi de s'adapter à ça. Et donc il y avait un défi pour s'intégrer à l'université, un défi pour s'intégrer à la société. Bon, parce que c'est plus une société basée sur l'islam. Et donc, comme je vous dis, moi j'étais très imprégnée d'un certain islam que je n'avais pas le droit de questionner quand j'étais en Tunisie, parce qu'on me disait que c'était pas bien. Et donc j'étais en questionnement, et puis évidemment que la Tunisie me manquait. Oui, c'est sûr. La mer, l'air de la Tunisie, tout ça me manquait beaucoup. Alors je me suis rapprochée des Tunisiens en fait. Quand j'étais en France, je me suis rapprochée de groupes tunisiens, de Marocains. Donc j'étais pas mal encore à vouloir rechercher mes racines, c'est vrai. Et puis petit à petit, je me suis ouverte petit à petit, mais c'est vrai que c'est un défi quand même de changer de culture. Quand j'étais en Tunisie et que j'entendais Francis Cabrel chanter, je me disais mais comment
Comment on peut entendre? Qui peut s'intéresser à ça? Et en France, de plus ça allait, et puis j'aimais ça, la variété française. Alors les radios Nostalgie, et puis Chérie FM, en tout cas. Donc c'est dans ce sens-là que je me suis, oui, que j'ai intégré la culture. Écoutez, moi je trouve que je suis pas mal caméléon, que je m'adapte. Quand je suis en Tunisie, je suis tunisienne, et puis quand j'étais en France, oui, j'étais française. Avez-vous ressenti des problèmes? Je sais qu'à Paris, comme tel, il y a une forte population maghrébine. Non, j'ai pas été victime de discrimination en France. Non, je peux pas dire ça. Bon, peut-être par téléphone. Vous voyez, par téléphone, j'ai tenté de donner des cours privés de maths. Oui. Alors j'ai l'impression que dire que je m'appelle El Mabrouk, ça m'a nui. Vous savez, à un moment donné, j'ai essayé de chercher un appartement. Le fait de dire qu'on s'appelle El Mabrouk, oui, ça nuit. C'est vrai que dans ces circonstances-là, oui. Mais dans la vie de tous les jours, quand je suis en personne moi-même, non. Ah si, à un moment donné, j'étais avec des Tunisiens, et puis on voulait rentrer dans une boîte de nuit, on nous a pas laissé rentrer en boîte de nuit. Oui, c'est vrai. Mais je peux pas dire que j'ai souffert à part de ça, de discrimination. Les Français sont intimidants, par contre. Vous savez, ils ont une assurance en nous. Hein? C'est ça peut-être qui est plus intimidant, c'est ça. C'est qu'ils ont une grande assurance, mais parce qu'aussi ils ont une grande culture. Écoutez, ouais. Hein? Ils ont des connaissances aussi. Mais en tout cas, ils ont une certaine arrogance qui intimide. Ça fait une barrière qui est difficile à passer. Mais j'ai de la famille en France, et donc bon. Alors les contacts que j'avais, c'était avec ma famille. Mais j'étais pas invitée par des amis, dans des familles de mes amis de classe, par exemple. Donc il y a quand même une barrière à franchir de ce côté-là en France. Vous terminez vos études, vous partez tout de suite pour le Québec ou vous travaillez un bout de temps en France? Ben, j'ai terminé mon doctorat, et puis après mon doctorat, j'ai juste fait un 6 mois ça s'appelle un poste d'ATER. Je sais plus ce que ça veut dire à terre, mais c'est enseignant. Donc j'ai enseigné pendant 6 mois. Et ensuite, j'ai fait des demandes pour faire des post-doc. C'est ça, post-doctorat. Et puis j'ai été admise par David Sankoff. Alors, Madame El Mabrouk, comme vous voyez, par la magie du cinéma, nous avons changé de décor. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pour préparer leur belle nature ici au Jardin botanique pour l'automne, les froids qui s'en viennent, et ils font beaucoup de bruit. Donc, on disait que vous arriviez au Québec parce que vous aviez eu une offre de poste. De post-doctorat. Oui. Et ce qui vous amène à exercer cette profession que vous faites maintenant, professeur et directeur de thèse et tout ça pour des étudiants en mathématiques avancées. Bon. Mais là, vous passez à la notoriété publique, et non pas comme mathématicienne extraordinaire, mais comme militante féministe. Oui. Et vous avez votre point de vue très nuancé sur la spiritualité, la religion, l'intégration, tout ça dans une culture nord-américaine. Et comment je fais tout ça? Qu'est-ce qui a fait que vous devenez comme ça soudainement porte-parole pour nous guider? Bon, mais peut-être qu'on peut revenir un peu à mon arrivée. Donc je suis arrivée au Québec fin 97, et donc juste avant la tempête du verglas. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça très beau, moi. Moi, j'ai pas eu de coupure d'électricité chez moi. Ah, vous avez trouvé ça très beau. Et donc je regardais les problématiques des autres à la télé. Et en fait, je trouvais le Québec très beau, très ensoleillé. Vous savez, toutes les branches recouvertes de glace. Enfin, c'était féerique, sincèrement. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le Québec dès que je suis arrivée.
j'ai trouvé que c'était un pays relax, où les gens étaient relax, où les gens étaient accueillants. Donc comme je vous dis, en France, j'étais bien en France, mais c'était un petit peu difficile de se faire des amis. Vous savez, il y a une espèce de, bon, comme je vous dis, de personnalité là qui n'aide pas nécessairement au rapprochement. Et puis ici au Québec, écoutez, j'ai tout de suite été invitée, à toutes les fêtes j'étais invitée par, premièrement j'avais une amie tunisienne à Québec, donc dès que je suis arrivée, je suis allée faire du ski avec elle, avec son groupe à Québec, juste avant la tempête du verglas justement. Voilà, et puis donc j'ai eu des amis qui m'ont invitée à Pâques, qui m'ont invitée à Noël, je suis allée faire des randonnées avec plusieurs randonnées dans les cantons de l'Est. Bon, tout de suite, j'ai trouvé que c'était agréable. Et puis la neige, en fait, j'aimais beaucoup ça, moi, parce que